Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la loi de Poisson. Je vais vous présenter donc cette loi, la définition même de cette loi. Ensuite, je vous démontrerai la formule de la loi de Poisson et enfin, on viendra aux propriétés. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on appelle un processus de Poisson? Un processus de Poisson, c'est un processus dans lequel un événement a une probabilité de se produire par unité de temps qui va être constant. Donc le paramètre le plus important, ça va être alpha, la fréquence du processus. Et en fait, si on regarde le nombre d'événements qui se produit pendant un temps t, et ben ce nombre d'événements va suivre une distribution de Poisson. Cette distribution elle est donnée par la formule suivante, c'est donc la probabilité que le nombre d'événements soit égal à n, on va la noter plutôt Pn, donc c'est une loi discrète, c'est donné par lambda puissance n divisé par factoriel n exponentielle de moins lambda, avec lambda qui est le produit entre notre fréquence alpha et notre temps d'observation. Dans cette démonstration, cette équation, on va la démontrer. La démonstration est un peu compliquée, il y a pas mal d'étapes. Donc si vous voulez vraiment pas la regarder, vous la regardez pas. Mais en tout cas, les étudiants de Master 1 doivent la regarder et essayer de la comprendre. Alors on est parti, on va noter P de n et de t, la probabilité que le nombre d'événements soit n à l'instant t. Ça voilà, c'est la probabilité qu'on cherche à déterminer. Et à partir de cette probabilité, on va écrire ce qu'on appelle une équation d'évolution. On va s'intéresser à la différence qu'il y a entre la probabilité d'avoir n à l'instant t plus dt et la probabilité d'avoir n à l'instant t. C'est vraiment, je regarde ce que j'avais à l'instant n et je regarde comment ça évolue à l'instant t plus dt. C'est exactement ce qu'on écrit là. Alors, donc c'est la différence de probabilité entre deux instants très proches. Et cette différence de probabilité, on peut la calculer comme, qu'est-ce qui peut se passer dans un intervalle dt? La première chose qui peut arriver, c'est qu'on ait un événement de plus qui va apparaître. Donc on va prendre la probabilité qu'on était à l'instant t d'avoir n-1, et on va multiplier ça par la probabilité d'avoir un événement dans l'intervalle dt. Donc ça augmente la probabilité, et donc ça, on a vraiment la probabilité de passer de n-1 à n pendant l'intervalle dt. Et puis à l'inverse, on a aussi une probabilité de passer à n vers n plus 1, donc celle-là on va la retrancher, c'est pour ça qu'il y a un moins, c'est la probabilité d'avoir n à l'instant t et d'avoir un événement supplémentaire qui va arriver dans l'intervalle dt. Donc ça, cette probabilité, c'est alpha dt qui peut nous permettre de la calculer. Alors on pourrait avoir deux événements qui arrivent et rajouter ces termes avec deux événements, mais on va partir du principe qu'on prend des dt infiniment petits, et donc alpha dt est très petit, donc alpha dt au carré, la probabilité d'avoir deux événements, devient très très petite. Et donc on va négliger ces termes. Donc il y a une approximation dans ce qu'on fait comme calcul. Une fois qu'on a cette équation d'évolution, on peut factoriser de ce côté-là par alpha dt, et on peut basculer le dt de l'autre côté, et donc on a p de n t plus dt moins p de n t divisé par dt, ça c'est la dérivée de la probabilité par rapport au temps. Et c'est égal à quoi? C'est égal à alpha fois la différence entre la probabilité d'avoir n-1 à l'instant t, moins la probabilité d'avoir n à l'instant t. Très bien, donc maintenant on va faire quelques modifications pour pouvoir pousser un peu le calcul. Déjà on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour n égale 0? Parce que si vous regardez bien, ma formule n'a aucun sens quand n égale 0, puisque je vais être obligé de prendre la probabilité d'avoir moins 1 à l'instant t. Mais la probabilité d'avoir moins 1 à l'instant t, ça n'a aucun sens. Donc ce terme-là va disparaître dans le cas où n égale 0, tout simplement. En fait, il n'y a qu'une seule possibilité. Quand on part, il n'y a qu'une seule probabilité. On ne peut pas avoir un événement en plus pour nous amener à 0, mais on ne peut qu'avoir un événement en plus qui nous fait partir de 0 vers 1. Donc il n'y a que le deuxième terme qui va apparaître. Donc la probabilité d'avoir 0 à l'instant, la dérivée de la probabilité pour n égale 0 par rapport au temps, c'est moins alpha, la probabilité de 0 à l'instant t. Ok, alors on va de ces deux probabilités, de ces deux dérivées de probabilité, on va les multiplier par exponentielle de ins, qui est de la partie haute, et multiplier par exponentielle ins avec n égale 0, donc ça fait 1, la partie du bas. Et quand on fait ça, ça va nous permettre. Enfin, pourquoi on fait ça? Parce que ça va nous permettre de calculer la fonction caractéristique. Donc vous allez voir comment. On va donc faire la somme de tous les termes qui apparaissent ici, multiplier, n'oubliez pas. Donc ce terme-là, on multiplie par ça, ce terme-là, on multiplie par 1, et on fait la somme de tous ces termes. Donc on a finalement la somme de n égale 0 à l'infini, de exponentielle de ins, dpnt sur dt. J'ai fait tous les
tous les cas possibles, le cas 0, et puis tous les autres qui sont donnés par la formule du dessus. Et ça va être égal à quoi? Bah, ça va être égal à ce terme-là multiplié par exponentielle INS, et je fais la somme, mais attention, ici, je ne pars pas de 0, je pars de 1, puisque je ne prends pas le terme du bas, puisqu'il n'existe pas. Donc, je vais faire n égale 1 à l'infini de alpha, qui est là, exponentielle INS, parce que j'ai multiplié par exponentielle INS, probabilité de n-1 à l'instant t. Et là, j'ai fait ce terme-là. Et puis, je vais faire la somme du dernier terme, que je mets en bleu ici, multiplié par, n'oubliez pas toujours, multiplié par ça. Donc, je vais avoir cette fois-ci le terme 0 qui est donné par cette équation-là, plus celui-ci, avec les termes n égale 1 jusqu'à l'infini. Et donc, ça me fait moins alpha de n égale 0 à l'infini de exponentielle INS, probabilité de n à l'instant t. Voilà. Donc ça me permet d'écrire quelque chose d'un peu compliqué, hein, et d'écrire ça. Alors, où est-ce qu'est ma fonction caractéristique? Pour l'instant, on ne la voit pas complètement apparaître. Donc on va la mettre, enfin, faire apparaître. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez ici, je fais une somme de n égale 1 à l'infini, mais je pars de n-1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de 0. Donc je ne vais pas faire n-1, mais je vais juste mettre n. Ici, par contre, je vais remplacer par n plus 1, et donc je vais obtenir la somme que vous avez ici. Fois la somme de n égale 0 à l'infini de exponentielle i n plus 1 s, probabilité de n à l'instant t, et ce terme-là n'a pas changé. Donc maintenant, on a les mêmes intervalles pour la somme, part de 0 jusqu'à l'infini pour les deux sommes. Si on fait attention, ici on peut mettre exponentielle de i s en facteur, et donc on se retrouve avec exactement 2 fois la même somme, à ce terme près. Donc on peut mettre en facteur, et on obtient alpha facteur de exponentielle is moins 1, la somme de n égale 0 à l'infini de exponentielle ins pnt. On va y arriver, c'est pas facile à lire. Et une fois qu'on a ça, et ben, là, on reconnaît notre fonction caractéristique qui apparaît. Voilà, ça c'est parfaitement la fonction caractéristique qu'on a notée phi de s et de t. C'est la somme de n égale 0 à l'infini de exponentielle ins, la probabilité de n à l'instant t. Donc, bah, on va noter ça. Et si vous faites un petit peu attention, ce terme-là, en fait, bah, c'est le même terme, exactement le même terme, mais c'est la dérivée par le temps, en fait. Donc ça, c'est la dérivée de notre fonction caractéristique par rapport au temps. Et je me retrouve donc avec une équation bien particulière, mais que vous connaissez, hein, une équation différentielle. Ici, j'ai la dérivée de la fonction caractéristique, un coefficient qui est constant et il ne dépend pas du temps. Et ici, on a la fonction caractéristique. Donc, on a une équation différentielle du premier ordre à résoudre. Sachant qu'encore une fois, ici, c'est la dérivée par rapport au temps. Donc, cette partie-là est une constante, hein, la dérivée. Donc, ça ne pose pas de problème. C'est une dérivée, une équation différentielle que vous devez normalement savoir résoudre. On voit ça, a priori, en début de licence. Donc, bah, on est parti pour la résolution de cette équation différentielle. Je mets de côté quand même cette équation qui nous servira tout à l'heure. Alors, bah en fait, quand on a ce type d'équation, la forme de la solution est donnée par phi de s et de t, de la forme a exponentielle de alpha, exponentielle de ins, moins 1 fois t. En fait, c'est ce terme-là qu'on retrouve ici dans l'exposant, hein, dans l'exponentielle. Comme ça, si on dérive cette équation, on voit bien que ce terme-là va descendre, et donc on va retrouver exactement ce qu'on a là, le terme multiplicatif de ma fonction phi de s et de t. En fait, c'est très simple. Bon, je vous invite à regarder si vous n'êtes plus complètement au point sur comment on résout les équations différentielles du premier ordre, mais il n'y a rien de très compliqué. Quand on a résolu cette équation, on a trouvé en fait l'ensemble des solutions possibles. Mais en réalité, il va falloir déterminer la valeur de a pour que ça colle avec notre problème. Et en fait, pour déterminer la valeur de a, eh ben, on va se poser la question, quelle est la probabilité à l'instant t égale 0 d'avoir n événements. Et en réalité, à l'instant t égale 0, bah, en fait, la seule probabilité, c'est d'avoir 0 événement. La probabilité de 0, 0, c'est 1, alors que la probabilité d'avoir n événements à l'instant 0, bah, elle est nulle, puisque c'est le début de mon expérience et que je n'ai pas encore commencé à compter le nombre d'événements. Donc, à partir du moment où n est différent de 0, et bah, on va avoir 0. Donc, la fonction caractéristique est très très simple à calculer, puisqu'en fait, tous les termes, toutes les probabilités pour n supérieures à 1, à t égale 0, bah, ça fait 0. Pour calculer cette fonction caractéristique à l'instant
t égale 0, bah, on va juste prendre le premier terme, le terme 0, donc on va avoir exponentielle de i fois 0s, ça va donner 1, probabilité de 0, 0, ça donne 1, donc en fait, phi de S0, c'est 1. Et donc, on va choisir le A pour que, si je remplace t par 0, et bah, ce truc-là, il faut que ça vaille 1. Donc, si t égale 0, tout ce terme-là va faire 0, on va prendre l'exponentielle de 0, ça fait 1, et donc on va avoir A égale 1, tout simplement. C'est très simple. Voilà. Et on obtient phi de S et de t, qui est donné par exponentielle de alpha fois exponentielle de ENS moins 1 fois t. Alors cette fonction est compliquée par contre, puisqu'on a une exponentielle dans une exponentielle, on a quelque chose de compliqué. C'est pas une fonction très simple, mais en tout cas l'obtention du résultat n'a pas été si compliquée que ça, et donc on a obtenu la fonction caractéristique de notre distribution, de notre loi de distribution de Poisson. Ok, alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher P de n et de t, et on va utiliser la relation inverse, on va utiliser la transformée de Fourier inverse pour trouver la probabilité de n à l'instant t. Donc par définition, P de n et de t, c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, de phi de s et de t, exponentielle de moins i ns ts. Donc il faut remplacer ça par la fonction qu'on a trouvée précédemment. Hop. Voilà, tout simplement, et on va calculer cette intégrale. Alors cette intégrale, en fait, elle n'est pas si dure à calculer. On va faire un petit changement de variable traditionnel. On va poser z égale exponentielle de is. Et donc si je fais ça, eh ben, on a dz qui est donné par izds. Si on remplace ça dans l'équation qui est ici, ce qui va se passer, c'est que comme on faisait varier s de 0 à 2pi, et si on fait varier ici, ça revient à faire tourner en fait notre z sur le cercle unitaire. Donc, on va changer l'intégrale, les bornes, et on va faire une intégrale sur le cercle unitaire pour faire notre intégrale. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, mais on traitera ça après. Ensuite, ici, bon, j'ai mis les coefficients qui sont constants dans l'intégration, qui ne dépendent pas donc de s et donc qui ne dépendent pas de z. On a le terme en exponentielle alpha moins 1 fois t, donc ça me donne exponentielle moins alpha t. Le 2i qu'on retrouve, et on a un i qui va venir du fait que on va remplacer ds ici par dz sur iz. On a un i qui est là. Notre intégrale se simplifie. On se retrouve avec l'exponentielle de alpha exponentielle de ins, sachant qu'on a pris z égale exponentielle ins, donc on se retrouve avec l'exponentielle de alpha zt. Et puis, on a ce terme-là qui revient à mettre z à la puissance moins n. Et on a le z qui est ici, qui va apparaître aussi. C'est pour ça qu'on a z plus 1 au dénominateur. Donc voilà l'intégrale qu'on doit calculer sur le cercle unitaire. Alors pour résoudre ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un développement de Taylor, de exponentielle de alpha zt. Donc voilà, c'est le développement d'une exponentielle. Donc on se retrouve avec la somme de j égale 0 à l'infini de alpha zt puissance j sur factoriel j. Ça, c'est quelque chose de très classique. Et on va donc intégrer chacun des termes. Mais avant ça, on va juste réécrire ça de façon un tout petit peu différente. Donc, on va échanger la position de la somme et de l'intégrale pour mettre les facteurs qui ne dépendent pas de l'intégration du côté gauche. Donc ça, c'est un terme constant. Et on va se retrouver sur une intégrale sur le cercle unitaire de z puissance j, le z puissance j ici, sur z puissance n plus 1 qu'on avait ici, tz. Alors pour calculer cette intégrale, là, il va falloir utiliser le théorème des résidus. Donc je vous le rappelle très succinctement, l'intégrale d'une fonction sur une surface fermée, sur un contour fermé, c'est égal à 2i pi, la somme des résidus fois l'indice du lacet. Alors en fait, c'est en fait une intégrale qui est très classique, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais l'intégrale sur ce contour fermé d'une fonction du type 1 sur z puissance n dz, c'est une fonction qui va valoir 0 si n est différent de 1, et qui va valoir 2i pi si n est égal à 1. Donc on retrouve parfaitement cette forme, et ça va nous créer quoi? Ça va nous créer en fait, le seul cas où on a finalement 1 sur z, le seul cas où ça ne va pas être égal à 0, c'est le cas où j est égal à n. Sinon, tous les autres cas vont donner 0. On fait une boucle et on revient. On n'a pas de résidu en fait, donc on a quelque chose qui donne 0.
Donc voilà ce qu'on obtient. Et très bien, donc on va remplacer cette intégration par 2ip pour le cas j égale n. Donc en fait, notre somme ici, elle n'est valable que pour j égale n, sinon tous les autres termes, à cause de cette intégration, valent 0. Donc ça va grandement simplifier les choses. On a donc j égale n. Là, j'ai remplacé j ici par n, j ici par n, et l'intégrale par 2ip. Et après, il n'y a plus qu'à simplifier. Vous avez le 2ip qui est là, le 2ip qui est là. Donc on simplifie. Et on obtient que la probabilité de n à l'instant t, c'est alpha t puissance n sur factoriel n exponentielle de moins alpha t, qu'on réécrit avec le lambda, le plus souvent, le lambda étant le produit entre alpha et t, et on retrouve lambda puissance n sur factoriel n exponentielle de moins lambda. Voilà, comme on dit, CQFD. Alors, c'est pas très simple, et j'ai été rapide sur le théorème des résidus. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'en Master 1, vous devez connaître, mais il y a plein de choses autour de ça, et c'est pas la peine, on va le faire qu'une fois, en fait, donc j'ai pas décrit tout le processus, mais c'est basé sur le théorème des résidus. Et c'est une intégration, en fait, classique, que vous avez sûrement déjà rencontré quand vous avez appris le théorème des résidus. Voilà. Alors maintenant, je passe aux quelques propriétés. Donc déjà, on a trouvé la fonction caractéristique. Je vous la redonne ici avec le lambda. Donc la fonction caractéristique de x de t, de votre variable aléatoire x à l'instant t, c'est donné par exponentielle de lambda exponentielle it moins 1. Voilà. Ça peut servir. Si on regarde la moyenne de notre variable x, donc la moyenne de notre variable aléatoire, on va montrer que c'est alpha t, et donc c'est lambda, c'est directement lambda, et si vous regardez la variance de x, vous allez démontrer que c'est directement lambda. Pour ces deux trucs-là, c'est facile. Alors je n'ai pas prévu de vous faire la démonstration, on a déjà fait assez de choses comme ça, mais voilà ce qu'on obtient. Et puis une dernière propriété qui est intéressante, imaginons qu'on a une variable aléatoire qui est constituée de la somme de deux variables aléatoires, x1 et x2. Et si x1 et x2 suivent une distribution de Poisson, alors x va elle aussi suivre une loi de Poisson, et le lambda associé, ce sera la somme des deux lambdas. Donc ça, c'est une propriété qui est très facilement démontrable. Il y a deux façons de le faire. Soit on part de la définition de la probabilité, soit on part de la fonction caractéristique, et ça se démontre assez facilement. Je vous invite à le faire vous-même, vous verrez, c'est relativement simple. Voilà, je m'arrête là pour la loi de Poisson.